Alors nous avons un programme que vous avez reçu par Internet. Il figurait des orateurs peut-être un peu plus élargis. Le premier est Pierre-Jean Pisella, qui était bien sûr tout à fait à même de vous parler de la cornée. Il est juste immergé dans son rapport et sous la pression il se vire. Il n'a pas pu aujourd'hui nous rejoindre. Mais vous savez que la cornée et la surface, c'est aussi un de mes dadas, donc je vais me permettre de vous approcher cette cornée pour la connaître et bien sûr dans le souci de mieux la respecter. Alors la cornée, vous savez qu'elle s'inscrit au sein, en vérité, d'un carrefour qu'on appellera la surface oculaire, avec ses paupières, sa conjonctive, son film lacrymal, et ce film lacrymal qui est cet élément si complexe qui contient l'eau, le sucre, les graisses. Et vous savez que les graisses, on pense aux glandes de Mébomus, qui aujourd'hui sont un des dadas de notre dimension nouvelle d'exploration. Alors quand on parle de cornée, on aura un certain nombre de chapitres à évoquer. La structure, la bonne vieille lampe à fente, aujourd'hui digitalisée, sur laquelle vous capturez les photos, la microscopie spéculaire, qui de règle est non contact, et pourquoi pas la microscopie confocale, qui bien sûr va aller rechercher l'endothélium et vous fera ni plus ni moins une histologie du vivant. Et puis on a les imageries de morphologie. Ça, ces questions-là vont être individuellement traitées. Kératométrie, topographie par Tan, qui vient d'arriver. Pachymétrie, également englobée aujourd'hui dans le chapitre de la topographie. Et j'aborderai avec vous la bérométrie. Et puis on aura l'imagerie de fonction. Et dans l'imagerie de fonction, c'est bien sûr la qualité de vision qui sera donc en première ligne, parce qu'on va comprendre qu'aujourd'hui, la qualité de vision, c'est elle qui définit la supervision. Et donc, quand on parle de qualité de vision, c'est les aberrations. Et plus que ça, c'est la diffusion de la lumière qui s'appelle la superaberration ou le scatter de la lumière, l'évaluation de la diffusion au sein des milieux. On a également l'approche de la biomécanique cornéenne. Aujourd'hui, hélas, pas vrai David, on aimerait bien mesurer l'élasticité de la cornée et on fait aujourd'hui une approche de la viscoélasticité de cette cornée avec la mesure de l'aura. Et enfin, au-delà de la surface, vous aurez tous ces outils qui englobent la surface au sein du segment antérieur et on reverra avec l'implantation FAC en particulier l'OCT, les ultrasons haute fréquence, la caméra Scheimpflug, qui, vous le savez, est combinée dans le Pentacam, dont Anne vous parlera tout à l'heure, ces outils-là d'imagerie intraoculaire vont donner des dimensionnements des milieux et également faire un focus sur la cornée. Alors finalement, cornée et imagerie, c'est vrai que par cette entité de structure complexe, transparente, non innervée, non vascularisée, hyperinnervée, non vascularisée, et cette fonction, je rappelle la fonction de la cornée, 2/3 du pouvoir optique de l'œil. 2/3, donc un truc énorme sur le pouvoir optique de notre globe oculaire. Aujourd'hui, on ne peut l'explorer que par image. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'intègre dans le décor de la surface et dans le segment antérieur. Mais c'est sûrement la plus belle illustration des progrès de l'imagerie. Et aujourd'hui, on sait détecter, surveiller, guider le traitement. Guider le traitement, on pense à la topographie et à l'abérométrie qui sont connectés à nos lasers eximeurs. Et pourquoi pas demain le simuler. Alors le focus que je vais faire avec vous sur les quelques minutes de cette présentation, ça va être en particulier se concentrer sur la surface oculaire qui a pris depuis 5 petites années une place toute particulière dans la chirurgie réfractive et qui nous a fait ramener les bons vieux tests, le Schirmer, le BUT, comme des tests systématiques de tout candidat à la chirurgie réfractive, ce qu'on ne faisait pas suffisamment dans les années antérieures. Pourquoi ? Parce que vous connaissez le principe de la médecine qui dit bien que c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Alors pourquoi c'est mieux en chirurgie réfractive ? Parce qu'il faut savoir que quand on fait de la chirurgie réfractive aujourd'hui, on va viser la fameuse vision parfaite. C'est pas 20 sur 10, même si les patients adorent dépasser 10 sur 10, qui est le signe, vous le savez, d'une hypermétropie. Nous, on recherche le 10/10e dans toutes les conditions. Et toutes les conditions de la vie, c'est une notion de qualité de vision. Or, la qualité de vision, sa première source de dégradation, c'est la surface oculaire. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on fait de cette priorité l'intégrité à respecter de la surface oculaire dans le but de mieux prévenir.
Et ceci a été compris grâce à la nouvelle définition de la maladie de la surface oculaire, un workshop de 2007, qui a dit que les problèmes de la surface oculaire, c'est un truc multifactoriel dans lequel il y a deux grands facteurs, du neurogénique et de l'inflammatoire. Et quand on fait de la chirurgie réfractive, il y a exactement les deux, puisqu'on coupe du nerf, y compris quand vous faites une incision de cataracte, et parce qu'on fait de l'inflammation, puisqu'il y a un processus de réparation. Et donc tout ça est englobé dans ce qu'on appelle la fonction lacrymale, qui est une unité fonctionnelle. Et vous voyez que quand on a une altération de un plusieurs composants, comme en particulier la photoablation le fait, comme je viens de vous l'évoquer, eh bien vous allez introduire des changements dans le film lacrymal et dans la composition de cette surface épithéliale, a fortiori dans la PRK, où vous allez ratiboiser l'épithélium, et vous allez introduire l'inflammation, donc vous allez donner une altération de la surface oculaire qui devient pathologique lorsqu'elle devient chronique. Et ce cercle vicieux, on le connaît bien, et vous voyez que j'ai mis des petits astérix là où la chirurgie réfractive peut survenir. Ça démarre par les lentilles de contact. Ce sont les candidats à la chirurgie réfractive. Ils ont abîmé leur surface en devenant intolérants aux lentilles de contact. Et ces patients ont déjà un facteur de risque. Ce sont des patients pour lesquels il faudra prévoir, anticiper une potentielle altération et prévenir en renforçant le traitement de surface. L'inflammation et puis la cause, bien sûr, neurogénique. Donc vous allez avoir les deux boucles pour entrer dans ce fameux cercle infernal que la SFO cette année va bien vous expliquer dans son rapport, qui est ce cercle où vous voyez cohabite à la fois l'inflammation et la composante neurogénique, et on y rentre de plein de façons. Retenez ce mot magique de l'osmolarité, puisque l'osmolarité aujourd'hui, on va la mesurer tout à l'heure, est directement en lien avec l'inflammation. Donc elle est souvent sous-estimée, cette altération de surface oculaire, parce qu'en vérité, pendant très longtemps, on ne la recherchait juste pas. Les gens ne se plaignaient pas, on n'allait pas explorer la surface. Et pourtant, regardez, quand on fouille la littérature, jusque 50% des patients opérés de cataracte ont une petite altération, plus ou moins durable, et jusqu'à 30% du LASIK, pour ces causes multiples. Et notez au passage la fameuse blépharite, l'altération donc de la paupière, si fréquente dans le presbylasique, dans la cataracte réfractive, où, par le temps qui passe, les patients sont prédisposés à avoir évidemment une surface plus perturbée. L'allergie oculaire, avec les lentilles par exemple. Donc vous voyez, on a volontiers un terrain qui prédispose. Alors pourquoi est-ce que c'est crucial dans le LASIK ? Eh bien parce que la cause la plus commune de complications de la photoablation aujourd'hui, depuis qu'on découpe à 100% d'efficacité, depuis qu'on sait quand ne pas aller plus loin dans les aventures chirurgicales si le capot n'est pas parfait, eh bien c'est la surface oculaire. Et il n'y a rien de pire que d'avoir ces LASIK à 10 dixièmes qui viennent encombrer vos salles d'attente comme ça, en supportant plus la lumière et en vous disant... Peut-être que vous avez atteint la cible, mais moi je vous le dis, m'arroser 8 fois par jour, c'est pas ce que j'étais venu chercher en venant vous faire opérer. Et donc il y a même une entité qui a été décrite donc, en 2008 par Ambrosio, qui a été appelée la neuropathie induite. C'est vraiment une épithéliopathie à l'origine neurotrophique qui est liée donc au LASIK et qui correspond à ce problème de réparation qui, dans le temps, ne s'est pas assuré et est devenu une altération chronique définitive de la surface oculaire. Alors, de toute façon, quand on fait une correction cornéenne, vous affectez obligatoirement la dynamique cornéenne puisque vous changez la forme. Et donc, vous allez altérer la distribution du film lacrymal, et ceci, quel que soit le modèle de laser et quel que soit le profil de traitement. Alors là-dedans, on a essayé d'améliorer la boucle de régulation. Et vous voyez des choses comme l'épithélial nerve growth factor est une entité isolée aujourd'hui qui, sur le plan expérimental, a été approchée pour essayer d'améliorer la cicatrisation. Pour l'instant, elle le fait très bien chez le lapin, mais peut-être que demain, elle le fera chez l'homme. Et on a donc essayé de réfléchir à comment moduler la profondeur d'ablation. Eh bien, sachez que si aujourd'hui, on fait volet fin, on fait plus faible énergie, on fait modulation des charnières, on fait berge transitionnelle progressive, berge inversée. Eh bien, c'est en particulier dans l'espoir également d'avoir une nouvelle architecture du volet qui, d'une part, nous aide à nous prémunir du risque de l'ectasie, mais d'autre part, améliore la surface oculaire. Et on n'a pas encore aujourd'hui la réponse du bénéfice réel. En tous les cas, plus on laisse de nerfs, moins on en découpe, et mieux c'est pour une cornée. Et probablement, plus on fait un capot fin,
et moins on touche les nerfs qui sont localisés plus en profondeur dans leur grande concentration architecturale. Et enfin, bien sûr, quand vous faites un capot large qui va fricoter avec le limbe, c'est le cas de l'hypermétropie, vous traitez à 9 mm, eh bien vous allez majorer le risque de syndrome sec après l'opération. Donc, il y a la composante neurogénique, vous coupez du nerf. Et puis, il y a le rôle de l'inflammation. Et dans la mesure où vous perturbez la sécrétion, la fonction lacrymale, vous allez monter, vous allez avoir une réponse cicatricielle et vous allez monter l'osmolarité. L'osmolarité, elle est directement, je vous l'ai dit, liée à l'inflammation. C'est le reflet de l'augmentation des cytokines pro-inflammatoires qui sont exprimées par les cellules limbiques épithéliales. Pardonnez complètement les fautes de français que Bernard Pivot me maudirait. C'est une traduction ad integrum nocturne de l'anglais. Ça donne pas bon, hein. Travailler la nuit, des fois, c'est pas bon. Et donc, les enzymes de dégradation donc, matricielle du film lacrymal qui vont donc donner cette boucle de réparation. Donc, l'inflammation, ça peut quand même directement dommager les cellules épithéliales, prolonger l'agression des nerfs cornéanes, altérer la fonction de la glande lacrymale et mener à un truc chronique qui ne veut pas se réparer. Donc, pourquoi est-ce trop tard de traiter après la chirurgie? Eh bien, parce qu'après la chirurgie, quand pendant 1 à 3 mois, le patient vient à vous en vous disant « ça gratte, ça brûle, ça pique, j'ai une lourdeur des paupières, voire j'ai une kératite ponctuée superficielle à la lampe à fente » et que vous faites ce questionnaire, l'OSDI, qui est le reflet du questionnaire de la surface oculaire qui révèle son altération, eh bien, vous allez avoir une perception de résultats insuffisants, surtout quand cette altération de la surface conduit même à des fluctuations visuelles, voire même à une baisse de meilleure acuité visuelle corrigée. Donc aujourd'hui, c'est complètement bien étiqueté. Depuis ces quelques années de concentration sur la surface oculaire, il y a, avec cet œil sec, un facteur de risque de complications post-opératoires. Et si on a une sécheresse préopératoire, évidemment, c'était logique. On sait aujourd'hui que ça majeure ce risque de le rendre chronique. Alors, qu'est-ce que c'est les risques de l'œil sec? Eh bien, une blépharite prédispose à l'infection, à l'inflammation, en particulier de l'interface, kératite lamellaire diffuse du LASIK. Une épithéliopathie, l'épithélium qui se répare mal. Ça peut bien sûr favoriser cet œil sec, le cercle vicieux est engagé. Ça peut vous favoriser les kératalgies récidivantes. Et quand vous parlez de LASIK, ça va favoriser l'invasion sous le volet, la kératite lamellaire diffuse par exacerbation du processus inflammatoire et par retard de cicatrisation. Et puis l'allergie, elle, par exemple après, sur lentilles, eh bien évidemment, elle va favoriser l'irritation, l'inflammation, la sécheresse et au final, pourquoi pas, altérer votre transparence. Et donc, vous voyez que l'œil sec va pouvoir favoriser ces complications du volet, comme je viens de vous l'évoquer. Et c'est évident que lorsque vous aboutissez sur un défect épithélial, à cette infiltration du volet, vous comprenez bien qu'on est au-delà même du gratouillage, on est dans la perte de la performance visuelle. N'oubliez pas que lorsque vous parlez de cataracte, par exemple, eh bien, la section représentée par la coupe des nerfs à l'incision sur un patient vieillissant avec peut-être une mébomite, va perturber la surface oculaire. Vous pouvez vous gourer dans les calculs de toricité parce que votre topographie ou vos mesures d'OCT vont se trouver dégradées, donc l'astigmatisme faussement mesuré. Alors, est-ce que c'est mieux entre PRK versus LASIK? Eh bien, vous voyez, on va maintenir l'épithélium intact dans le LASIK, donc on pourrait se dire, oh, bah ouais, ça va être meilleur. Ben non. En fait, la cicatrisation LASIK ne se fera jamais. Et l'interface est forever présente. Et on sait qu'il y aurait plus de syndrome sec après LASIK par rapport à la PRK. C'est tellement vrai que lorsqu'on a une tendance à la sécheresse préopératoire, on va préférer orienter les patients vers une photoablation de surface. Et parce que dans le LASIK, on a vraiment ces deux composantes présentes. Comment peut-on prévenir? Eh bien, vous allez prévenir en explorant, évidemment, avant l'opération. Donc, on a le questionnaire de qualité de vie. L'OSDI est le plus fréquent pour explorer la surface. Et en particulier, vous allez collecter les symptômes d'alerte. Il nous aide quand le patient vient à vous déjà en disant « Non, mais j'enlève les lentilles, mais quand même, moi, l'œil reste sec. » Évidemment, vous avez déjà une petite sonnette d'alerte.
La lampe à fente recherche les signes de l'épithéliopathie. J'espère que vous les connaissez tous, hein, celles que vous exprime le Kogan ou la situation post-traumatique, ces petites opacités linéaires, ces microkystes, ces hyperplasies de l'épithélium un peu géographiques qui traduisent cet épithélium un peu malade qui vient, va, repart et fait ce qu'il peut pour essayer de garder la surface intègre et qui s'associe à ces douleurs volontiers nocturnes au réveil. Enfin, conjonctive, limbe, paupières, vous allez maintenant vraiment scruter, chercher tout signe d'hyperémie, tout signe de dysfonctionnement mébomien, tout signe de panus dans le décor, par exemple, des grands myopes avec lentilles au port prolongé. Enfin, vous avez des outils d'exploration, on l'a dit tout à l'heure. Eh bien, avant que la vision baisse, vous avez tous ces outils qui explorent la qualité de vision dont je vous ai fait part en introduction. La topographie, la barométrie va montrer de grandes labilités des images parce que le film lacrymal est instable. L'OCT va vous montrer une aire d'accumulation des larmes le long de la paupière inférieure et vous aurez cette modification de la sensibilité des contrastes et évidemment, on l'a exprimé tout à l'heure, une altération de la diffusion de la lumière. Et la diffusion, ça se mesure par le scatter, comme le fait l'appareil qu'est l'OCAS. Donc, en préopératoire, vous allez minimiser le risque de sécheresse en identifiant les patients. Ils ne seront pas annulés, les patients. Il faudra juste les préparer et peut-être les orienter préférentiellement, si la surface est abîmée, vers la surface. La maladie infraclinique, comme je vous l'ai dit, avant l'opération, elle est là souvent pas détectée par les tests élémentaires parce qu'il n'y a pas de corrélation entre la fluo, le verdisamine, le Schirmer et la réalité parfois d'une altération de surface. Donc on a cherché à avoir des tests d'exploration plus sophistiqués. C'est pourquoi dans l'histoire systémique et oculaire, vraiment vous vous faites peur à fouiller les facteurs type maladie inflammatoire, type thérapeutique, qui peuvent constituer, type également hormonaux, qui peuvent constituer le facteur de risque. Vous connaissez hein, l'histoire naturelle de l'exploration. On collecte avec le questionnaire et les signes cliniques. On se fait un petit Schirmer, on fait une fluo avec, on compte le temps de rupture et vous allez grader tout ça. Et on aime bien que ce soit très élevé, hein, au-dessus de 6-7, c'est sympa. Le Schirmer qui va donc vous quantifier la qualité de la production et puis la morphologie des paupières qui va vous donner le total. Puis-je vous rappeler que le Schirmer explore surtout la couche aqueuse et que le break-up time et le verdisamine explorent essentiellement la couche de mucine et que les paupières eh bien, vont scruter en particulier la couche lipidique. Alors, le gros problème aujourd'hui, c'est que chacun de ces tests n'est pas corrélé vraiment à l'existence clinique. Et pourtant, on en a au départ défini quand même un petit guide de fonctionnement. Vous voyez, la littérature vous dit moins de 5 mm en 5 minutes, on ne fait pas de chirurgie. Et puis, moins de 10 minutes en 5 minutes, eh bien, on ne fait pas de LASIK. Donc, vous voyez, cette histoire, elle existe et elle fait partie de ce que l'on trouve dans la littérature. L'OSDI également vous reflète ceci, mais aujourd'hui, au-delà de l'OSDI, on a la topographie, la barométrie, qui reflète très bien la stabilité du film lacrymal quand les images bougent d'une seconde à l'autre. La production lacrymale, on l'a évoqué tout à l'heure avec l'OCT. Alors, de par l'insuffisance des colorants vitaux, de par l'insuffisance des symptômes, des biomarqueurs ont été proposés. Et là, vraiment, on va les survoler. Le premier s'est basé sur l'importance de l'inflammation. Et vous voyez, la littérature vous parle aujourd'hui de manière très documentée de cette notion d'osmolarité parce qu'il y a un processus inflammatoire. Comment on mesure l'osmolarité aujourd'hui ? Eh bien, l'osmolarité, c'est le TIRLab. Alors, le TIRLab, c'est un outil un peu sophistiqué, qui n'a pas donné la satisfaction attendue, hein, il faut être clair dans sa reproductibilité, mais aujourd'hui, sachez que le dossier est soumis auprès de la Caisse d'assurance maladie et l'HAS nous a annoncé qu'elle était interpellée par le concept. Donc il est possible qu'on voit ce TIRLab dans les années qui viennent reconnu comme un outil d'exploration de la surface oculaire. Ça fonctionne avec des petites types en or. Et c'est pourquoi d'ailleurs c'est si coûteux, puisque ça ne peut être exploré que par un examen, un œil. Et vous voyez, ça marche par capillarité, avec un seuil au-dessus duquel, plus c'est élevé, plus on dit qu'il y a de l'inflammation et de la sécheresse oculaire. Alors, les explorations étaient faites, nous on avait approché ça, mais la littérature aujourd'hui le documente très bien, en démontrant que c'est plus sensible que tous les autres tests décolorants, donc c'est bien pour détecter avant l'opération.
C'est également, et vous voyez, la littérature le démontre, comme le test aujourd'hui d'une sensibilité supérieure aux autres. Et également cette capacité, vous voyez, de l'ajouter à la batterie pour peut-être augmenter le niveau de confiance dans la détection. Là où également c'est très très intéressant, c'est pour comparer les traitements. Alors là, quand on fait de la recherche clinique et qu'on veut mesurer l'efficacité d'un traitement lubrifiant après chirurgie réfractive, c'est très très efficace. Demain, on détectera aussi sûrement l'inflammation avec des trucs comme celui-ci, qui ressemble étrangement à un test de grossesse. Et vous voyez, là aussi, par microfiltration, vous allez peut-être mesurer des métalloprotéinases, dont la MMP9, qui est totalement un marqueur d'inflammation, systématiquement augmenté dans l'œil sec. Donc pour pas cher, cette fois-ci, on peut espérer qu'un jour, avec cette sensibilité intéressante de 87%, on va pouvoir nous aider à détecter. L'OCAS, je vous en ai parlé, ce qui mesure le scatter de la lumière, eh bien cet OCAS, aujourd'hui, fonctionne de la façon suivante. C'est un abéromètre, ça va me permettre de soulager ma présentation de tout à l'heure. L'abéromètre, lumière laser qui traverse l'œil, propriété de la rétine, on renvoie la lumière, et vous savez que l'abéromètre enregistre les déviations de la lumière. Ici, c'est un double passage, donc lumière traverse l'œil, et on analyse également la réfléchie, et ça va détecter les aberrations, mais même au-delà, refléter la diffusion de la lumière dans l'œil. Donc c'est une approche du scatter de la lumière. Et donc évidemment, quand le film lacrymal est altéré, mais également quand la macula a une dégénérescence ou quand le cristallin est abîmé, est opacifié, vous allez avoir une perturbation. Mais s'il n'y a que la surface qui est perturbée, eh bien, on est capable d'utiliser l'OCAS pour refléter la qualité de la surface oculaire avec un indice qui s'appelle l'OSI, l'Ocular Scattering Index, qui sent mauvais quand il va se trouver très augmenté au-delà de 4. Et vous voyez, on s'en sert aujourd'hui pour détecter et suivre le film lacrymal avec des études totalement documentées, en particulier avec chez Pierre-Jean Pizella, qui ont fait de belles études pour la surface oculaire, avec cette osmolarité qui est bien corrélée à la fonction visuelle et qui va se trouver très instable dans le temps. Donc on s'en sert par sa variabilité comme un baromètre de grading de l'œil sec. Et vous voyez, on est capable bien, de complètement différencier en fonction des groupes et des chiffres recueillis. Et enfin, pour être exhaustif, sachez que la couche lipidique aujourd'hui, on l'explore, et LipiView va être capable aujourd'hui de vous quantifier la couche lipidique, sachant que le dysfonctionnement mébomien est juste la cause la plus fréquente de sécheresse par obstruction, et c'est juste la plus fréquente des sécheresses chez le patient vieillissant, avec souvent un retentissement anatomique, pas toujours clinique, donc c'est important de le détecter et de le soigner avant. Donc aujourd'hui, on a une plateforme comme celle-là qui, vous voyez, va exprimer, rechercher la qualité du clignement, de la qualité de la couverture réalisée par les paupières, de la quantification des glandes de mébomus et de combien parmi elles fonctionnent. Et si c'est perturbé, mais ça fonctionne encore, on peut donner un petit coup de chauffe et vider le contenu de ces glandes avec la phase LipiFlow qui va aller aspirer et obtenir donc cette exploration et cette revitalisation des paupières avec une efficacité tout à fait démontrée. Donc la perspective, elle est là, mais sachez que ça ne s'arrête pas là. Arrive le kératographe de chez Oculus, qui, vous le voyez, va vous fournir des images tout à fait magnifiques. Et plus que ça, alors nous, on a la chance de l'accueillir, cet appareil. Il fait un but automatisé. Donc plus besoin de compter 1, 2, 3, comme on le fait tous de façon variable. Donc on est sur une possibilité de quantifier maintenant la surface oculaire. Et enfin, je vous rassure, messieurs, en quelques diapositives, au final, meilleure préparation pour une gestion post-opératoire, bien sûr, adaptée, parce que ça veut dire que c'est crucial de prévenir, on l'a dit, pour diminuer la sévérité après, mais dans le but, non pas d'exclure, mais surtout de rendre et de garantir les résultats post-opératoires meilleurs. Et c'est vrai qu'en post-opératoire, les patients de ce fait vont recevoir systématiquement des larmes artificielles, des substituts pour 1 à 3 mois, mais parfois vont augmenter en fonction de cette prédisposition et de leurs signes fonctionnels. Donc c'est important de les informer. La PRK, c'est aigu, mais c'est moins long. Le LASIK, c'est insidieux, mais ça peut être durable. Qu'est-ce qu'on met? Les larmes, chez tous, de différentes natures. Vous connaissez aujourd'hui tous les formats dans le registre des substituts.
Pourquoi pas la cyclosporine 0,05 2 fois par jour ou 0,1 une fois par jour, qui, vous le savez, pour celle-là, n'est plus en ATU nominative, mais en ATU de cohorte, où vous pouvez complètement avoir accès par votre pharmacie. Et ceci, dès que l'œil sec est prédisposé, est intéressante. Les Américains la mettent chez tout le monde d'ailleurs. L'antipansement, pourquoi pas chez la PRK? N'oubliez pas que si il y a déjà une épithéliopathie, ça ne va pas aider à la repousse. Supplémentation nutritionnelle, de vous à moi, on n'a pas du tout fait l'épreuve. Il y a des trucs également intéressants qui sont les petits points et occlusions des points lacrymaux, qui sont soit transitoires, vous pouvez les retirer quand la phase de réparation de surface est acquise, ou les laisser de façon durable s'il y a un terrain de sécheresse qui va continuer. Et n'oubliez pas de traiter les paupières. Ça va des cyclines, ça va de l'aziter, aux soins d'hygiène, aux masques chauffants, et pourquoi pas au Lipiflow que je viens de vous montrer. Et donc la maladie de la surface oculaire, vous comprenez aisément qu'elle est à détecter et à traiter avant la chirurgie, et puis parfois longtemps après la chirurgie, ça c'est déjà pas bon signe. Elle conditionne le succès de la chirurgie aujourd'hui, elle ne la contre-indique pas, mais elle va guider la stratégie. Et lorsque la sécheresse oculaire est présente, eh bien c'est votre devoir de préparer, de protéger pendant la chirurgie, de réhabiliter après la chirurgie, et de respecter cette intégrité au long cours, si vous voulez que le résultat également demeure au long cours. Et je peux vous dire que par les vents qui fouettent en Bretagne, la sécheresse, on connaît bien. Et voici l'introduction et le décor planté pour la cornée que nous allons aborder. Et je crois que sans transition, on va maintenant étudier sa forme avec Tan, qui va nous faire la topographie.